Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité au programme de Walf TV et bienvenue dans la dernière ligne droite de cette édition du soir après le journal de 20h présenté par Hassan Gueye. Je suis avec Issa Tine comme tous les soirs pour présenter cette édition. Bonsoir Issa. Bonsoir Moussafa. Bonsoir. Dans la rubrique Vue du Net, on reviendra sur les fameux BRT avec des chiffres quand même qui créent un peu de confusion. Coût et capacité du BRT Dakar, les chiffres du scandale, c'est ce qu'a écrit même nos confrères de Sénéweb qui ont fait des études comparatives du BRT Sénégal et du BRT de Ghana, une étude Moussafa que nous allons étaler dans l'édition du soir. Avec les commentaires des internautes, commissaire Bassamba Camara, bonsoir. Bonsoir Moussafa, bonsoir Issa. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition du soir. Avec vous, nous parlerons de ce trafic de drogue qui commence à inquiéter les Sénégalais. Si pour certains, le Sénégal est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne, pour d'autres, le Sénégal, c'est juste une zone de transit parce que cette drogue, justement, est destinée à d'autres pays. On en reparlera avec le commissaire Bassamba. Il y aura également la revue de la presse en ligne, comme tous les soirs avec Safiatou Cissé. Mais avant tout cela, parlons économie avec le 17e rapport Doing Business de la Banque mondiale, un rapport qui fait gagner au Sénégal 18 places dans l'environnement des affaires. Il y a donc des améliorations, mais pour certains économistes et pour d'autres citoyens sénégalais, ce rapport n'est que de la poudre aux yeux parce que la réalité au Sénégal, c'est que la situation économique est particulièrement difficile et toutes les entreprises le sentent. C'est un dossier signé Mamou Diaby Gassama. Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de remercier les... Le Sénégal a gagné 18 places dans le dernier classement mondial Doing Business. Il passe de la 140e place en 2019 à la 123e position sur 189 pays en 2020. Il est intéressant de savoir c'est quoi réellement le Doing Business. L'économiste professeur Abouwele revient sur le rôle et la définition du Doing Business. C'est l'application de la loi, du droit par rapport à l'économie. C'est dresser un parallélisme entre l'organisation économique et les lois qui régissent ce climat au plan économique. Selon la Banque mondiale, le Sénégal a réalisé des performances sur l'environnement des affaires, une chose saluée par certains citoyens. Je dis que c'est bien pour l'économie du Sénégal, pour l'environnement des affaires, je trouve. Comme c'est la Banque mondiale est une référence, si je me trompe, en la matière. Donc c'est une bonne chose pour l'économie sénégalaise. C'est déjà encourageant d'avoir gagné 18 places au niveau mondial. Pendant, d'autres n'approuvent pas ce rapport du Doing Business 2020. Il y a eu une avancée dans l'environnement des affaires, c'est bien. C'est comme ce qui nous est toujours proposé concernant la croissance. Mais si cette avancée n'est pas traduite dans le vécu, dans le quotidien des Sénégalais, je pense que ça n'a aucun sens. Donc c'est bien d'avoir la croissance, mais le mieux ce serait d'avoir la redistribution des richesses. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une grande avancée dans le domaine des affaires, ce devrait être ressenti d'abord, je pense, par le personnel qui travaille dans les entreprises. Et nous constatons toujours au Sénégal que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les salaires sont toujours bas, c'est-à-dire que les heures de travail sont toujours très hauts. C'est-à-dire que les gens travaillent dans le noir, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas d'assurance maladie, il n'y a pas de prévoyance pour la sécurité sociale, c'est-à-dire pour leur famille, c'est-à-dire pour les enfants. Donc, je pense que, comme toujours, ce sont des chimères qui nous sont proposées. Il invite par ailleurs nos autorités à revoir le système économique du pays. Il serait un peu plus de réduire les inégalités sociales. Il y a un déficit d'université, il y a un déficit d'école, il y a un déficit de postes de santé, il y a un déficit d'hôpitaux, il y a un déficit de tout. Il faut essayer de pouvoir trouver une solution pour le plus grand nombre et pas juste pour une classe de privilégiés qui sont là et puis qui consomment les acquis. D'après Abouwele, ce rapport du Doing Business publié par la Banque mondiale n'est qu'un jeu pour endormir la population. Parler de Doing Business, qu'on a gagné quelques points ou qu'on a perdu quelques... c'est très relatif. Il faut prendre avec des pincettes certaines recommandations de la Banque mondiale ou bien certains rapports de la Banque mondiale. Il y a un mois à peu près, le FMI était là
pour imposer ou demander au Sénégal de procéder à une politique d'ajustement structurel. Quelques semaines après, on revient nous dire que ça a avancé, les choses commencent à changer. Je dis que ce n'est pas vrai. On ne le sent pas dans l'économie. L'économiste juge médiocre le monde des affaires au Sénégal et propose des solutions. Nous ne sentons pas cette progression ou ces améliorations dont la Banque mondiale fait allusion. Faire des affaires au Sénégal, pour un Sénégalais lambda, c'est s'exposer même à une peine d'emprisonnement. C'est ce genre de trucs-là qui doivent changer. Sur le plan aussi du financement, il faut qu'il y ait une régulation par rapport au mode de financement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Les hommes d'affaires doivent être déjà protégés. Il faut aussi qu'il y ait des lois qui facilitent l'accès au financement. Il faut aussi des lois qui régissent la concurrence. Qu'on replace le contexte africain par rapport au contexte africain, par rapport aux réalités africaines, par rapport à la dimension de nos économies. L'Afrique est à la traîne dans le classement du 17e rapport de la Banque mondiale Doing Business. Le Sénégal ne fait pas partie des 10 premiers pays africains les mieux avancés dans l'environnement des affaires. Certains économistes invitent les autorités à plus de responsabilités pour que la population puisse ressentir la croissance qu'elle prône dans leur politique de développement. Grand merci à vous, Mamou Diaby Gassama. Commissaire Bassamba Camara, le prétexte de notre entretien, c'est ces saisies fréquentes de drogue, notamment au port autonome de Dakar. La dernière en date, c'est la saisie de cette semaine, évaluée à quelques 3 milliards de francs CFA. Il y a eu d'autres avant. Vous, en tant que connaisseur du milieu, est-ce que vous êtes surpris par la fréquence des saisies? Bon, je vous remercie, Moustapha. Je vous remercie, Issa. Bon, je ne suis pas du tout surpris par la récurrence donc vous savez, l'histoire de la drogue au Sénégal n'est pas une histoire récente. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, moi je me souviens dans les années 77, quand j'étais à la DIC, j'étais chef de la brigade nationale des stupéfiants. On déjà commencé à lutter contre le trafic illicite des stupéfiants. C'est par la suite maintenant qu'on a créé l'Office central de répression de trafic illicite, l'OCRTIS, et puis qui est devenu maintenant une direction. Effectivement, vous savez, ces saisies récurrentes sont la conséquence vraiment du positionnement géographique du pays. Vous savez, le Sénégal, sa situation géographique prête vraiment à un transit favorable pour donc cette drogue. Parce que le Sénégal jusqu'ici, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas encore une plaque tournante de la drogue, mais c'est une zone de transit, de consommation aussi. C'est quoi la différence entre zone de transit et plaque tournante? Bon, plaque tournante, cela veut dire que la drogue est là, bien installée ici, avec des cartels, des gens qui sont vraiment bien au fait de cela. Or, un pays de transit, c'est-à-dire la drogue quitte l'Amérique latine, passe par le Sénégal pour aller en Europe ou bien en Asie ou bien dans les pays au sud, vers l'Afrique du Sud, etc. Mais cela ne veut pas dire que c'est toute la drogue qui quitte le Sénégal. Naturellement, quand il y a donc ce trafic intense, il y a quand même une partie de cette drogue qui reste ici. Et ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, les autorités de ce pays doivent prendre vraiment à bras le corps ce phénomène. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, on va assister à la désarticulation de notre économie par justement l'introduction de l'argent sale qui va servir au blanchiment de cet argent. Ensuite, vous connaissez très bien que la plupart des sources de financement du terrorisme viennent donc de ce trafic illicite de stupéfiants. Ce qui fait que donc c'est un danger. Et ensuite, le fait également qu'un pays soit estampillé pays de drogue peut vraiment nuire à l'image de marque de ce pays, notamment dans le tourisme. Parce qu'un pays qui est considéré comme un pays où vraiment la drogue circule comme on veut, peut être évité par les touristes. Alors, le Sénégal est une zone de transit, mais il y a une partie de cette drogue qui reste au pays. La question que beaucoup se posent, c'est comment est-ce que cette drogue est revendue dans le pays? Comment est-ce que ça se passe? C'est revendu dans les marchés comme Colobane, Thiaroye ou bien?
Non, vous savez, bon, cette drogue dure, justement, est la chasse gardée d'une certaine classe aisée. Parce que ce n'est pas les petites couches des populations qui peuvent s'adonner à cela. Donc il y a donc encore de gros bonnets qui sont là, qui s'en servent. Et je crois que la dernière fois, on a entendu un haut responsable de ce pays parler de ça, en disant que il connaît les grands. Voilà, donc pour ne pas le nommer, bon, vous avez ce qu'il a dit, je crois qu'il faut prendre en compte ce qu'il a dit. Cela veut dire que aussi c'est un problème vraiment très sérieux. Parce que si l'on veut vraiment avoir un pays stable avec une jeunesse saine, il faut vraiment que le pays, que les autorités prennent à bras le corps ce problème et que la lutte contre le trafic illicite soit vraiment une lutte efficace. Et donc, il faut vraiment que les services de sécurité, les appareils de sécurité soient renforcés dans leurs moyens. Parce que on ne peut pas lutter. Parce que vous savez, les trafiquants, ils sont très riches. La puissance financière de ces cartels est beaucoup plus importante que les budgets de nos États. Ah oui. Cela veut dire que ces gens-là, ils sont prêts à tout. Vous voyez, en moins de 2 mois, on a fait combien de saisies? Hier, c'était une saisie de 3 milliards. Avant, je crois que c'était encore plus que ça. Et malgré ça, ils continuent à le faire. C'est-à-dire donc ces gens-là, il y a beaucoup d'argent et ils sont très puissants. Donc, il faut éviter vraiment que le cartel s'installe ici dans ce pays. Et parce que aussi, peut-être, le port autonome de Dakar est poreux. Ça peut se dire. Bon, on ne peut pas le dire comme ça. Parce que... il y a des failles quand même. Bon, il y a des... Bon, naturellement, parce que bon, on est un pays quand même... en développement. Donc les frontières, parce que le port, comme l'aéroport, comme certains secteurs là, sont des frontières qui sont souvent considérées comme poreuses, bien que l'État est en train de tout faire pour essayer vraiment en tout cas de lutter efficacement contre vraiment ce trafic illicite de stupéfiants, en dotant ces services donc frontaliers de moyens subséquent pour le permettre vraiment d'éradiquer ces phénomènes. Vous dites et vous insistez sur ça que pour le moment le Sénégal c'est juste une zone de transit, même si ce n'est pas une bonne chose, mais on n'est pas encore une plaque tournante de la drogue. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir que demain ce pays-là devienne une zone où les cartels fassent leur loi? Mais si l'on y prend garde, si l'on ne prend pas les mesures qu'il faut, les mesures idoines, nous dire que cela se fera. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal, d'abord, le Sénégal va bientôt peut-être changer avec l'histoire du pétrole et du gaz. Oui. Donc, le Sénégal va être la destination de tout le monde. Donc, on verra beaucoup de gens, des délinquants à col blanc, etc. Tout le monde va venir ici. Et vous savez aussi, ensuite, le Sénégal est frontalier à certains pays où les trafiquants de drogue quand même font la loi. Absolument. Donc il faut éviter vraiment que ces trafiquants s'installent ici. Et pour cela donc, l'État doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour éradiquer ce fléau. Avant que vraiment que notre jeunesse, que notre pays soit victime de cette folie de ces trafiquants qui sont extrêmement puissants et très dangereux. Alors vous nous disiez tout à l'heure en Wolof d'ailleurs que ce qui était intéressant de votre temps en tout cas, c'était que cette lutte-là, il y avait l'OCRTIS où il y avait la police, mais également la gendarmerie, la douane qui faisait ce travail. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Chacun travaille de son côté. Voilà, vous savez, à l'époque, on avait créé l'OCRTIS en y intégrant d'autres forces. C'est-à-dire, il y avait des officiers de gendarmerie, des officiers de la douane qui étaient à l'OCRTIS. Mais on a constaté ces temps-ci que ces personnels-là se sont retirés. Bon, on ne sait pas pour quelle raison. Parce qu'en fait, l'OCRTIS, ce n'est pas uniquement une affaire de la police, mais c'est une affaire de tous les services de défense et de sécurité. Absolument. Donc il faut qu'on revienne vraiment aux fondamentaux, qu'on revienne à l'original pour que vraiment l'OCRTIS reprenne sa place et qu'on dote l'OCRTIS de moyens qu'il faut. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, vous luttez contre des gens qui ont beaucoup d'argent, il faut aussi de votre côté que vous mettez aussi de l'argent pour pouvoir contrecarrer ces gens-là. Sinon, le combat devient inégal.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on avait l'habitude d'entendre, c'est que souvent c'est la police, c'est également la gendarmerie qui se faisait un peu remarquer dans ces saisies-là, mais de plus en plus c'est la douane. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que la douane a plus de moyens, la douane est plus engagée dans cette lutte? Non, ce sont les méthodes de lutte. Vous savez, comme vous le savez, les méthodes de lutte de la douane est placée aux frontières, la douane a le droit d'ouvrir les bagages, de faire des contrôles, etc., etc. Donc, et ensuite, également, la douane aussi a mis les moyens. Parce que pour pouvoir avoir des informations comme ça, il faut avoir de l'argent, notamment pour payer les informateurs, etc., etc. Parce que ne vous y trompez pas. Toutes les grandes actions que l'on fait sont parties de renseignements, d'informations. Donc il faut avoir des informateurs. Et les informateurs, ce n'est pas gratuit, il faut les payer. Donc je pense que si on met les moyens à la disposition des autres services, de la police et de la gendarmerie, ils pourront faire la même chose. Mais le constat qui est fait et que vous venez de faire, c'est qu'aujourd'hui, on voit un combat dispersé, c'est-à-dire les gendarmes d'un côté, les policiers là, vraiment c'est un peu dispersé. Et ça aussi, ça réduit l'efficacité. On a l'impression qu'il y a même une concurrence. Oui, il y a une certaine concurrence qui ne devait pas exister. Bon, on comprend, cette concurrence peut être vraiment une concurrence amicale, normale, et ainsi de suite. Parce que, bon, c'est pas les mêmes corps, mais quand même, nous avons un dénominateur commun, c'est de lutter pour assurer la sécurité de ce pays, la sécurité des personnes, de leurs biens et la sécurité du territoire. Donc il faut donc qu'il y ait une synergie entre toutes ces forces pour que l'on puisse lutter efficacement contre cela. Mais à défaut, si on continue à vraiment que chacun travaille de son côté, ça va réduire notre efficacité et ça va laisser un boulevard aux trafiquants qui, eux, vraiment ne se laisseront pas compter. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est justement trouver des failles pour pouvoir vraiment s'adonner à leur activité principale. Mais Moustapha, quand on entend souvent les Sénégalais dire que c'est de hauts cadres qui font ce trafic-là, ou bien même... C'est pas n'importe quel Sénégalais qui le dit, hein, parce que Moustapha Cissé Lo a eu à dire quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'à quand donc, on va arrêter une autre personnalité de ce pays pour dire qu'il a été arrêté pour trafic de drogue? On ne l'entend jamais. Peut-être on va arrêter un Issa Tine ou bien une tierce personne comme ça. Bon, les gros bonnets, on ne les prend pas. Vraiment, c'est une question piège que vous me posez. Là. Vraiment, c'est un peu difficile. Mais je pense que au fur et à mesure que les résultats des enquêtes sont mis à votre disposition, je pense qu'on verra les gens qui sont moins impliqués. Mais là aussi, ça pose le problème de la communication. Exactement. Il faut que vraiment... Il y a un problème parce que les enquêtes, souvent, on les mène, mais on n'est pas informé de ce que ça donne. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle peut-être les gens ne comprennent pas tellement ce qui se passe. Et si les gens communiquaient et ont montré du doigt ceux qui sont arrêtés et le déroulement de l'enquête, la suite de l'enquête, je pense que vous autres, les journalistes, les populations, auront des éclairages qui leur permettront vraiment de voir, de cerner le problème et de voir que vraiment l'État est en train de travailler. Mais si on continue à faire l'omerta sur le travail qu'on est en train de faire, bon, il y aura toujours des problèmes, des zones d'ombre. Et vous avez raison vraiment de poser cette question. Donc il faut que ces services de sécurité et de défense communiquent sur la suite des enquêtes, surtout quand les enquêtes sont déjà bouclées. Si peut-être les affaires sont en instruction, peut-être il y a encore des difficultés. Mais si les enquêtes aboutissent, je ne vois pas la raison pour laquelle on ne mettrait pas ça, les résultats, à la disposition de la population. Très souvent, il y a également des suspicions, commissaire, autour de la destination même de la drogue saisie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des raisons d'avoir des craintes par rapport à cette drogue saisie? Parce que, vous l'avez dit, hein, il y a un problème de communication, on saisit, mais après, on ne sait pas ce qu'on en a fait après. Bon, vous savez... Normalement, quand on saisit la drogue, quand vous faites votre procédure, vous déférez les individus qui sont arrêtés et également le produit de la drogue et également l'argent, peut-être éventuellement qui est saisi, et même les autres moyens, les véhicules, les moyens de transport, etc. etc. C'est ça la norme. Et donc, tout cela doit être transféré au greffe du tribunal. En principe, c'est là que ça se passe. C'est le greffe. Oui. Bon, mais maintenant peut-être pour des problèmes de, je ne sais pas, bon, ils disent de commodité, les gens font des saisies, après ils envoient un échantillon, etc. Le reste,
et dans les commissariats ou bien services, je crois que là aussi c'est un peu dangereux. Parce que cela peut créer justement, comme vous l'avez dit, des suspicions. Parce que la destination de la drogue et des moyens qui sont utilisés pour vraiment faire le trafic de drogue, la destination principale, c'est le greffe du tribunal. On met le tribunal, vous faites un PV et c'est terminé. Comme ça, vous êtes tranquille. Et quand il y aura maintenant, comment il s'appelle, les journées d'incinération, on fait le point. On fait le point. Combien a été mis à la disposition du greffe, etc. On fait le posage, etc. Et on fait l'incinération. Mais sinon... Si on ne le fait pas, on expose même les policiers. Mais tout le monde est exposé, parce que non seulement les policiers, mais les gens vont se poser des questions. Parce que par exemple, si les services des forces de défense et de sécurité, par exemple, prennent une certaine quantité, et que lors de l'incinération, on se rend compte que ce n'est pas la vraie quantité qui est présentée, là aussi il y a problème. C'est la raison pour laquelle, là aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des organes de contrôle pour pouvoir au moins savoir la quantité, la destination de cette drogue. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire de l'omerta ou bien créer une situation nébuleuse autour de tout ça. Parce que c'est tellement sérieux et ça peut vraiment créer des suspicions. Donc je crois que c'est une affaire qui est très sérieuse et il faut que vraiment que les gens fassent beaucoup attention et trouvent les voies et moyens qui puissent vraiment éclairer les gens et puis permettre de comprendre ce qui réellement se passait. Et d'ailleurs, ça ce serait un bon point pour les services de sécurité. Et ça va les protéger. Et ça va vraiment donc enlever cette suspicion que peut-être, comme vous l'avez dit, certains vont penser. D'accord. Grand merci à vous, commissaire Bassam Camara. Je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition du soir. C'est moi qui vous remercie, Moustapha. Merci, Issa. La suite de l'édition du soir, c'est juste après ceci. Bonsoir. Le moins que l'on puisse dire est que ce pays marche par la tête. Non seulement le train express régional constitue une angoisse existentielle pour les Sénégalais, mais encore on nous lance un nouveau projet BRT d'un coût de 300 milliards de francs CFA. Ce qui est encore incompréhensible, c'est que cet argent gaspillé pouvait servir à relever nos plateaux techniques. Ce qui est encore plus rocambolesque, c'est que ceux qui sont censés nous soigner sont évacués à l'étranger pour des soins médicaux. Le chef du service de la médecine interne de l'hôpital Aristide Le Dantec, le professeur Abdoulaye Pouy, est gravement malade. Il a été évacué en Europe pour les besoins de sa prise en charge médicale. Selon le site Séné Enquête qui donne l'information, écrit d'emblée, Le Témoin est reprise par Sénéweb. Par un communiqué parvenu à la rédaction de Netali.com, la commission orientation et stratégie du mouvement 23 juin COS M23 avise l'opinion nationale et internationale de position ferme sur le débat portant sur la limitation des mandats présidentiels, déplorant la vague de limogeage visant des proches de Macky Sall qui ont osé réclamer la lumière sur le sujet. La commission n'en demande pas moins au pouvoir et à l'opposition de trancher la pomme de discorde à la faveur du dialogue en cours. Le communiqué d'Abdourahmane Sow et compagnie à lire dans les colonnes du 17.
En Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, le cas Ulbert Yao Konan fait du bruit. Cet étudiant en journalisme a été arrêté il y a bientôt 3 mois pour s'être opposé violemment aux forces de l'ordre à Djekanou, au sud de Yamoussoukro. RFI Afrique qui donne l'information détaille que depuis près de 2 ans, un conflit oppose une partie de la population d'un village voisin dont il est originaire à une société minière qui souhaite y chercher de l'or. Le conflit a tourné à l'affrontement début août et Ulbert Yao Konan est en détention provisoire à Bouaké depuis. Bouclons avec nos confrères algériens qui notent et font remarquer dans El Watan que le procès de 6 détenus d'opinion emprisonnés pour port du drapeau amazite s'est tenu le 22 octobre au tribunal de Sidi Mohamed et le procureur de la République avait requis 2 ans de prison ferme et 100 000 dirhams d'amende.